aux manifestations anti-américaines qui ont dégénéré un peu partout dans le monde arabo-musulman, parmi les protestataires des salafistes, notamment en Tunisie ou encore en France. Samedi, une manifestation non autorisée a dégénéré à Paris devant l'ambassade américaine. 4 policiers ont été légèrement blessés. Il y a eu 150 arrestations. Une enquête a été ouverte. On revient sur les faits. Cortège hétéroclite. Aux côtés des jeunes venus de la banlieue parisienne, des hommes plus âgés, certains vêtus en djellaba, selon les préceptes salafistes. Ils sont minoritaires, une vingtaine, mais ce sont eux qui intéressent les autorités. Car certains sont déjà connus des services de police pour leur islamisme radical. Parmi eux, des ressortissants tunisiens, syriens ou égyptiens sur le sol français depuis longtemps. La police continue ses investigations sur leur parcours et leur motivation. Et ce matin, le ministre de l'Intérieur a réitéré son message de fermeté. La République sera très ferme et j'ai donné instruction pour que on soit extrêmement vigilant à l'égard notamment de ces groupes dits salafistes qui veulent mener une opération de déstabilisation contre nos institutions. Les milieux salafistes ont toujours été étroitement surveillés par les services de renseignement qui ont multiplié les arrestations. Qui compose cette mouvance? Des religieux qui militent pour un retour à un islam originel. La majorité n'a pas de revendications politiques. Ils ne prônent pas la guerre sainte. On estime leur nombre entre 12 et 15 000, ce qui est largement minoritaire par rapport au nombre global de musulmans en France, estimé à 3,5 millions de personnes. Abderrahmane Daman, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces manifestants qui sont retrouvés devant l'ambassade américaine de Paris? Il faut être quand même sérieux. Nous sommes dans un pays qui a des institutions qui a toujours prévu. Les services de police étaient au courant, bien avant, que ces salafistes étaient en train de s'organiser. Pourquoi n'avoir pas interdit tout de suite la manifestation? Tout de suite. Il fallait que le préfet de police puisse prendre une décision ferme en disant il n'y aura pas de manifestation puisque la majorité des musulmans Mais selon vous, ne sont pourquoi pas la d'accord. décision n'a pas été prise? Écoutez, moi je suis un peu étonné. Je suis un peu étonné et inquiet du fait de cette un petit peu. Est-ce que on voulait attendre le moment venu pour savoir quels sont ces groupuscules, mais ces groupuscules sont connus. Il ne faut pas rêver. Qui sont-ils? Écoutez, les salafistes... C'est quoi les salafistes en France? C'est qui? Les salafistes, il y a de tout. Il y a les convertis, il y a d'autres personnes qui sont en marge de la société, il y a de ceux qui sont oisifs, etc. Ce n'est pas des gens structurés. La majorité des musulmans, madame, je peux vous assurer, puisque j'ai travaillé pendant très très longtemps en banlieue, 35 ans dans les banlieues, on les a vus venir à un moment donné, difficile, dans les années 84, avant que Gilles Kepel n'écrive les banlieues de l'islam. On a vu venir, c'était qui organisait, sous prétexte qu'il y avait des jeunes qui étaient des drogués. C'était l'UOIF, rappelez-vous, l'UOIF qui organisait les jeunes. Mais l'État était là. Organisation islamique de France, hein, on le dit pour le... Pour l'UOIF. Ouais. Alors moi je dis une chose, il ne faut pas plaisanter avec ces gens-là. La règle, c'est qu'il y a des principes républicains qu'il faut respecter. La majorité des musulmans les respectent. Ils sont nombreux. Maintenant, il ne faut pas aussi stigmatiser toute une communauté grâce à la turbulence de quelques individus. Alors, ces salafistes, tout le monde leur donne beaucoup d'importance. Aujourd'hui... Il faut minimiser, donc vous dites cette importance. Vous êtes d'accord avec ça, Mohamed Adraoui? Il faut minimiser l'importance des salafistes aujourd'hui en France? C'est un petit peu plus complexe que ça. Je vais dire une chose qui va certainement choquer un certain nombre de personnes, mais je ne crois pas que ce qui s'est passé samedi est le fait de salafistes. Tout simplement. J'étais pas loin, vous pouvez imaginer, de la scène des lieux. Écoutez, on a 3 groupes. On a des gens, sur 250 personnes, vous aviez un groupe de musulmans, entre guillemets, pieux, ou même vous pouvez enlever les guillemets, qui étaient là pour, de manière relativement sincère, témoigner leur colère par rapport à ce qui s'était passé. Vous aviez des jeunes, pas du tout habillés à la religieuse, c'est-à-dire pas d'habits orientaux, pas de femmes avec des voiles intégraux, qui avaient pas plus de 21-22 ans, grand maximum, qui était d'ailleurs la majorité. À mon avis, ce qui était là-bas, c'est d'abord ce qui les portait, c'était l'adrénaline de se confronter aux forces de l'ordre. 3e groupe, des leaders religieux un peu plus âgés, par exemple celui qui dirigeait la prière, qui avait des slogans. Il s'appelle comment?
Je ne connais pas son nom, mais lui, à mon avis, n'est pas forcément salafiste parce qu'aujourd'hui, il y a la reconstitution, notamment grâce à la faveur de ces événements, de certains groupes qu'on avait vus, qu'on avait dissous, par exemple Forcen al-Riza, début de l'année 2012, qui ne correspondent pas à l'image du salafisme français. Aujourd'hui, le salafisme français, il est essentiellement quiétiste, ce qui veut dire que non seulement ce qui s'est passé là, c'est interdit, contre l'appel à la mais c'est hérétique. Violence. Hein. C'est ça, ils rejettent tout Exactement, appel à la sérieux, violence. je crois, pour C'est la terminer différence là-dessus. entre ce salafisme-là et le salafisme, par exemple, en Tunisie. Le salafisme tunisien était quiétiste, justement. C'est là la question, c'est là que ça va se compliquer. Était quiétiste sous l'époque de Ben Ali. Et cette fenêtre d'opportunité offerte par la Révolution leur a donné des ailes, si vous voulez. Donc on peut se poser des questions aujourd'hui au niveau français. Est-ce que certains peuvent passer à une action plus militante? Il faut se poser la question. Mais aujourd'hui, l'écrasante majorité considère ce qui s'est passé comme anormal. Donc moi, si je vous entends, il ne faut pas s'en inquiéter en France. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Charles Brizard? Moi, je pense qu'on c'est un est mouvement au cœur. quiétiste. Non, mais je pense qu'on est au cœur, typiquement, de la manipulation à laquelle on assiste depuis quelques jours, ici comme dans le monde arabe. C'est-à-dire une mascarade, une opération montée de toutes pièces, avec un prétexte, comme toujours, comme il y a quelques années, les caricatures du prophète. On est face à quoi en réalité? On est face à des problématiques dans les pays arabes, en tout cas de politique intérieure. Aujourd'hui, c'est une aubaine pour tout le monde. Chacun a intérêt à ça. On surfe sur finalement l'anti-américanisme prégnant dans ces sociétés. Qui a intérêt? Les terroristes, on a vu l'appel du Hezbollah aujourd'hui, les salafistes bien sûr, qui sont aux portes du pouvoir dans bien des pays, les modérés, les islamistes en tout cas au pouvoir, qui doivent donner des gages à ces salafistes. Donc effectivement, on est là véritablement au cœur de la manipulation. Mais c'est pareil en France. Les gens, bien sûr, je ne doute pas qu'il y ait des gens sincères au milieu de cette manifestation, ils sont manipulés par des groupes, par des groupuscules actifs, ceux-là. Et qui sont ces groupuscules en France? Parce que si ces gens-là qui étaient devant l'ambassade sont manipulés, qui est derrière? On les connaît, il y a des organisateurs de cette manifestation, puisque qui sont-ils, par exemple? Enfin, on les connaît pas. Il y a des organisations qui ont permis à cette manifestation d'être organisée. Par exemple, je suis pas sûr du tout. Moi, ah bon, ça a été dit par les autorités. Je peux faire un point là-dessus, s'il vous plaît. Il y a une enquête qui est en cours. Non, mais je les connais pas. Mais les autorités ont affirmé cet après-midi qu'il y a des organisations qui étaient derrière, que ça avait été parfaitement organisé cette manifestation. C'est pas spontané. Faut pas croire que Excusez-moi, je peux faire un point là-dessus. Sur à peu près les dizaines de milliers de messages sur Twitter, sur Facebook, sur Internet, de SMS qui ont circulé, on a trouvé 250 personnes. La capacité de mobilisation de ces prétendues organisations est très faible, mais surtout, le salafisme, et je reviens, ce n'est pas du salafisme, ce qu'on a vu, ça marche en réseau. Il n'y a pas d'organisation pyramidale qui commande. Vous avez, grâce justement au réseau et aux nouvelles technologies, une capacité de mobilisation de manière sporadique, par à coup. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est incroyable. On est en train de donner de l'importance à des gens qui ne sont, d'une part, pas structurés. Bien sûr. Ils reçoivent des informations, ils reçoivent des directives, mais ils ne sont pas organisés. La seule chose que moi j'ai remarqué, c'est que lorsque je vais à la porte poissonnière, il y a 6000 fidèles qui prient dans la fameuse caserne où on a demandé aux gens de ne plus prier dans la rue. Tous les musulmans ont vraiment exécuté les ordres que nous avons donnés à partir de la mosquée de Paris avec le recteur. Ils sont partis prier là. Il n'y a jamais eu ni à bas la France, ni des propos violents, ni quoi que ce soit. Je vois les 6000 ou 7000 musulmans qui prient à la mosquée de Paris. Même chose. Et on va me faire croire que la police n'est pas au courant de ces agitateurs. Enfin, écoutez, il faut cesser de donner au salafisme une importance, parce que le salafisme et les frères musulmans ont toujours cohabité. Ont cohabité ensemble dans les pays musulmans, mais ils ne pouvaient pas agir. Aujourd'hui, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. À Tunis, on agresse les femmes, on agresse les modérés et on laisse faire. Le gouvernement ne bouge pas. Est-ce que vous voulez dire que les autorités françaises laissent faire? J'imagine que les autorités françaises ne vont pas laisser monter le salafisme non, mais je en ne dis pas France, quand même. Je n'ai pas dit que les autorités... mais vous dites, en tout cas, en Tunisie, ils laissent faire, et vous dites, là, je m'étonne quand même qu'on ait laissé faire. Donc, moi, je pose quand même la question, quel est l'intérêt des autorités françaises de laisser monter... Vous pensez qu'en France, on peut venir comme ça? Mais alors, allons jusqu'au bout de votre raisonnement, excusez-moi, Abderrahmane Daman. Quel est l'intérêt des autorités françaises à laisser faire cette manifestation devant l'ambassade américaine? Alors, je vais vous dire une chose. Quel était l'intérêt de la droitisation de l'UMP, de la stigmatisation de l'islam? Oui, mais là, on parle sur un autre c'est la débat, même chose. Pardonnez-moi, non, mais là, c'est un autre débat. Vous ne répondez pas à ma question. Mohamed Adraoui, encore un mot là-dessus. Je voudrais ensuite qu'on parle du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Alors, avec plaisir. Un peu de raison. Le principe d'une manifestation anarchique, c'est qu'on ne peut pas la prévoir. On sait que, par exemple, l'ambassade des États-Unis est un des lieux les plus gardés. Personne n'a dit qu'elle était anarchique.
Vous êtes le seul à l'avoir Moi, dit. j'ai pas vu beaucoup de. Bon, Bref, passons là-dessus. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, bon, pour terminer là-dessus, le mode d'action qu'on a vu samedi, c'est pas un mode d'action à proprement dit entre guillemets islamiste ou salafiste. Aujourd'hui, on sait très bien, par exemple, si vous vous intéressez aux groupes identitaires, à certains groupes écologiques ou écologistes, à certaines formations chrétiennes, à certains groupes radicaux, qu'ils soient religieux ou pas, c'est toujours le même mode d'action. C'est l'entrisme dans l'espace public. On se rappellera, par exemple, pour donner un exemple, je pourrais en donner beaucoup, à l'époque des quick halal, des groupes identitaires qui s'étaient déguisés de manière à aller investir des restaurants Quick pour montrer leur désagrément, leur déception, leur colère après la décision de Quick. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus complexe que ce qu'on voudrait faire croire. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, Internet est primordial, vous avez les réseaux sociaux, vous avez un certain nombre, de manière sporadique là encore et de manière régulière ou plus ou moins régulière, des gens qui agissent sur l'espace public pour faire valoir leur agenda. Mais en termes d'organisation, il n'y en a pas vraiment. C'est ça que je veux dire. Jean-Charles Brizard, un dernier mot, parce que je voudrais qu'on parle du Qatar et de l'Arabie Saoudite, parce que je sens que vous allez un peu dans le sens d'Abderrahmane Daman. Vous dites oui, c'était pas une manifestation anarchique. Je m'étonne aussi que les autorités françaises aient laissé faire, etc. Moi, je dis pas ça. Non, vous ne dites pas ça. Mais qui est derrière? Quel est le fond de votre pensée? Enfin, quand vous dites c'était pas anarchique, ça avait l'air bien organisé. Le ministre de l'Intérieur a décidé une enquête. Donc une enquête est en cours. Elle démontrera, à mon avis, que derrière cette manifestation, il y a effectivement quelques individus, peut-être un groupuscule, qui avaient intérêt, comme ça s'est fait ailleurs dans le monde arabe, comme ça se fait aujourd'hui, au moment où l'on parle, dans les pays arabes. Avait intérêt à ce que se produise cette manifestation. Alors cette manifestation devant l'ambassade américaine à Paris a suscité la polémique en France. Vous voyez qu'elle suscite aussi la polémique sur notre plateau. Ce rassemblement n'était pas autorisé. Alors la droite accuse le gouvernement de laxisme. Je vous propose ensuite d'écouter la réaction de Marine Le Pen qui, elle, pointe du doigt le Qatar. Quand je vois ce type de manifestation, je m'inquiète, comme j'ai été la seule peut-être à le faire dès le départ, des investissements qu'effectue le Qatar avec la bénédiction de notre gouvernement dans les banlieues françaises, où évidemment le but n'est pas un but humanitaire, mais un but politique, quand ils investissent dans les banlieues françaises. Je me dis que, évidemment, ceci aura un jour des conséquences. Et demain, ça n'est pas 250 personnes qui manifesteront. Ce seront peut-être 100 000. Et que feront les forces de l'ordre? Ils assisteront, bras croisés, sur ordre du gouvernement, aux prières de rue dont on nous avait dit par ailleurs qu'elles avaient disparu. Mohamed Adraoui, Marine Le Pen, on ne l'a pas entendu là en l'occurrence, mais elle a pointé du doigt le Qatar qui serait lié à la menace islamiste en France. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, tout simplement, Marine Le Pen est dans son rôle. Je rappelle que l'effet d'annonce qui avait été, auquel on avait assisté lorsque le Qatar avait décidé de financer à coût de plusieurs dizaines de milliers d'euros des projets en banlieue, on n'en a toujours pas vu la couleur, je parle de l'argent. Donc à partir de là, je pense qu'elle a pris beaucoup encore de liberté avec les faits. Le Qatar est un allié de l'Occident. Par ailleurs, le Qatar finance un certain nombre de groupes. Le Qatar a une politique multicarte, si vous voulez. Autant l'émir du Qatar peut parler avec Israël qu'avec le président iranien. Donc réduire cela à une menace entre guillemets islamiste, c'est faire fi de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, il n'y a pas, à mon avis, de... Est-ce que le Qatar soutient les mouvements salafistes ? À mon avis, le Qatar soutient d'abord et avant tout les frères musulmans. D'après les observations et les renseignements qu'on a, le Nahda, par exemple, doit sa victoire d'abord à de l'argent qatari. C'est également vrai pour d'autres mouvements, par exemple, proches des frères musulmans. Tout à l'heure, M. Dahman disait que les frères musulmans et les salafistes ont toujours plus ou moins cohabité. C'est extrêmement faux. Je rappelle que l'Arabie saoudite, qui est quand même... Bon, ils sont opportunistes, ils ont cohabité quand il fallait cohabiter. Exactement. Oui, donc ils font de la politique. Donc ils font de la politique. Donc ils font de la politique, pas de problème. Mohamed Adraoui, je vous donne ensuite la parole. L'Arabie saoudite, par exemple, était en guerre avec les frères musulmans égyptiens, notamment après la première guerre du Golfe. À partir, Ben Laden est autant vilipendé comme un salafiste par les frères musulmans et un frère musulman par les salafistes. Donc c'est quand même prendre beaucoup de liberté avec les faits. Il faut être très nuancé et voir que derrière le salafisme et les frères musulmans, ce sont des enjeux politiques et internationaux qui ont cours. Jean-Charles Brizard, est-ce que c'est trop schématique de dire qu'il y a une compétition un peu pour le leadership islamique aujourd'hui entre le Qatar qui soutiendrait les frères musulmans et l'Arabie saoudite qui soutiendrait les salafistes? Ce qui est schématique, c'est ce qui venait de dire, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe que ça. Encore une fois, il faut remonter à l'invasion de l'Irak, il faut remonter beaucoup plus loin en arrière, dans les années 70. C'est un exemple récent. Dans les années 70, on a bien vu l'axe constitué par les salafistes et les frères musulmans, notamment en Arabie saoudite. C'est une époque où effectivement l'Arabie saoudite a accueilli les frères musulmans pour ensuite les rejeter.
c'est vrai, vous avez raison. Ouais. Donc ce sont des mouvements, on est d'accord, l'un et l'autre opportunistes. Dernière chose. Alors Mohamed Adraoui répond, je vous redonne la parole, Jean-Charles Brizard. Ces 20, 30, 40, 50 dernières années au Moyen-Orient et dans le monde musulman de manière générale, on a assisté à des alliances laïques islamistes, des guerres islamistes laïques, une alliance chiite sunnite, le Hamas est allié de l'Iran. Nous avons des alliances libéraux-islamistes, on le voit aujourd'hui en Tunisie avec Monsef Marzouki et Nahda. Donc on peut faire toutes les démonstrations, c'est pas le problème. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une analyse nuancée, sérieuse, au coup par coup. C'est ce que je voulais dire. Jean-Charles Je ne Brizard. faisais que nuancer vos propos, mais je suis désolé. Par rapport au Qatar, je ne veux pas réagir à ce que dit Marine Le Pen. Marine Le Pen pense ce qu'elle Mais qui qu'elle finance veut. les salafistes? Aujourd'hui, il est absolument clair, par exemple, parce que les éléments précis matériels existent, que des groupes terroristes dans le monde sont financés par le Qatar. C'est le cas du Moujao, d'AQMI, donc Moujao qui est une dérivée de d'AQMI dans le Sahel. Aujourd'hui au Mali, voilà, dans le Nord Mali. Boko Haram, par exemple, Au Nigeria, est également financé par le Qatar. Eux-mêmes le disent, les militants arrêtés le disent, qui reçoivent de l'argent par millions. Et est-ce qu'on peut du dire Qatar. aujourd'hui qu'il y a un arc... Ça ne veut pas dire que la politique du Qatar, comme ça a été dit tout à l'heure, se résume à cela, bien entendu. Elle est multicarte, elle est très complexe, la politique du Qatar, mais il y a également cet élément-là, à ne pas oublier. Le Qatar fait ce qu'ont fait beaucoup de pays occidentaux, pour élargir son influence, les États-Unis au premier chef. Le Qatar est en train de faire ce qu'avant faisait l'Arabie Saoudite. Enfin, et peut-être fait encore. L'Arabie Saoudite. Mais est-ce que là, il n'y a pas aussi un drôle de jeu des Occidentaux, finalement, qui à la fois s'allient avec ces pays-là, que sont le Qatar et l'Arabie Saoudite, ces mêmes pays qui financent les groupes extrémistes comme les salafistes? On est dépendant dans une grande mesure de ces pays-là. Comme on est dépendant de l'Arabie Saoudite, on est également dépendant du Qatar financièrement. Si on peut répondre à cette question de manière simple, nous avons tendance à penser la politique en termes de valeurs et en termes de droits, ce qui n'est pas un mal en soi. Par contre, les États pensent leur politique en fonction de leurs intérêts. Nous pouvons très bien aujourd'hui, par exemple, dire que l'Iran ne respecte pas le droit des femmes, ce qui est en grande partie vrai, voire très vrai, mais nous ne dirons rien de l'Arabie Saoudite. Très bien. Nous sommes dépendants, ce qui vient d'être dit, nous menons un jeu politique et politicien. Donc, les valeurs, c'est bien pour faire plaisir aux sociétés. Lorsqu'on prend des décisions, on fait de la politique, c'est autre chose. Oui, mais ça peut se retourner aussi contre nous, en l'occurrence. Bien sûr, ça se retourne toujours contre nous. Ça se retourne toujours contre nous. Une dernière question, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un arc salafiste, ou est-ce que c'est aller trop loin, qui partirait de l'Afrique de l'Ouest pour aller jusqu'au Yémen? Je pense que c'est faire fi de la complexité des choses, si vous voulez. Autant le salafisme est une donnée importante à laquelle il faut s'intéresser sans la maximiser, sans lui donner trop d'importance. Mais aujourd'hui, ce qui se joue dans le monde arabe, et c'est ça le paradoxe, c'est que nous avons une démocratisation réelle, et j'insiste là-dessus, nous avons des espaces politiques qui s'ouvrent, et à côté de cela, nous avons des forces, parfois religieuses, économiques, financières, ou plus simplement politiques, qui essaient aujourd'hui de faire jouer leurs intérêts contre les valeurs que les peuples revendiquent. Abderrahmane Daman, le dernier mot. Moi, tout simplement, je ne crois pas à cette révolution islamiste. Moi, je crois qu'à une seule révolution, c'est les principes républicains, les valeurs laïques. Je ne pense pas, contrairement à ce que pensent les uns et les autres, le Qatar, c'est un mal. L'Arabie Saoudite a toujours financé ici, à Paris. Elle a construit des mosquées, c'est des islamistes qui l'ont fait. Ils n'ont pas été chercher les modérés. Qu'est-ce qu'ils ont attendu pour créer des écoles, des centres culturels, où on apprend aux jeunes comment se comporter? Non, on crée des mosquées et on met des gens qui prêchent vraiment un islam radical qui n'est pas dans la culture des Maghrébins ici. Nous n'avons rien à voir avec le niqab, nous n'avons rien à voir avec ces barbes de 1 mètre et ces salafistes. Et il faudra voir, en fait, ça c'est tout un débat. Laissons aux modérés, laissons à des gens qui sont à la mosquée de Paris et dans d'autres mosquées que je visite régulièrement, qui prônent un islam modéré et qui prend la laïcité. Et le financement des mosquées en France, ça pourrait être un débat. On pourrait en faire plusieurs. On pourrait même faire plusieurs débats. Juste notamment on n'a plus le temps, malheureusement, Mohamed Adraoui. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Et merci également d'avoir été en direct de Tunis aussi, également avec notre invité Habib Kazdali. Très belle soirée. Je vous retrouve demain à 19h10 pour un nouveau débat sur France 24. À Khartoum, depuis des mois, les manifestations sporadiques contre le régime subissent une répression systématique. Comme des milliers de Soudanais, Redouane Daoud réclame la liberté et la démocratie pour son pays. Je sais que c'est dangereux, je sais que c'est risqué, mais nous n'avons pas d'autre choix. Accusé de terrorisme, Redouane a été arrêté et torturé. Acquitté depuis, il a été contraint à l'exil.
Notre reporter a suivi le combat de cet activiste, militant courageux d'un printemps qui tarde à venir. Reporter, demain 13h40, heure de Paris, sur France 24. Regardez France 24 gratuitement et en direct sur votre téléphone portable. Partout dans le monde. Sur la plupart des mobiles. Vous avez des ministres, certains se faisaient la bise. Quel que soit votre opérateur. Ils ont l'air très heureux d'être ici, très émus. Retrouvez France 24 en 3 langues et en direct. Rendez-vous sur notre site france24.com, rubrique mobile. Recevez gratuitement l'application pour regarder France 24 en direct et ne rien rater de l'actualité internationale sur votre mobile.